Wangan, un livreur, file à toute allure en ville sur sa moto rouge. Son téléphone vibre, il répond. Une femme inconnue dit être enceinte de lui, et qu'ils doivent parler. Occupé avec ses livraisons, Wangan pense que c'est une arnaque, dit qu'il n'a pas le temps, et raccroche, énervé. Il redémarre en trombe, se faufilant dans la circulation. Wangan arrive au centre de livraison 20 où ses collègues potinent dehors. Une cigarette à la bouche, il demande à un collègue costaud de quoi il marmonne. Le collègue explique que la fille de la prestigieuse famille Sioux va épouser le fils de l'homme le plus riche de la ville, un sujet sans intérêt pour Wangan. Le collègue montre ensuite une photo de la belle-fille de la famille Sioux, se plaignant que c'est du gâchis qu'une fille parfaite épouse le fils de riche, qu'il qualifie de sac à puce moche et inutile. Alors que Wangan jette un coup d'œil à la photo, il est choqué de constater que la femme lui semble familière. Son collègue reprend le téléphone, et la mémoire de Wangan s'éclaire. Son collègue demande s'il trouve aussi dommage qu'une bonne fille soit gâchée avec quelqu'un d'aussi horrible, mais Wangan la reconnaît comme une fille ivre qui avait essayé de le séduire. Une réalisation soudaine le frappe. C'est elle qui l'a appelé il y a quelques instants. Il se demande si l'appel n'était pas une arnaque après tout. La scène revient un mois en arrière. La fille de la famille Sioux titube dans un couloir d'hôtel, étourdie. Elle soupçonne un homme nommé Chinao d'avoir mis quelque chose dans sa boisson. Elle se dirige vers ce qu'elle pense être sa chambre, la 809, mais dans son état second, elle se trompe de numéro. Elle trouve une porte entrouverte et se demande si elle a oublié de la fermer avant d'entrer. À l'intérieur de cette chambre, Wangan est assis sur son lit, abattu et buvant beaucoup. Il repense au fait qu'on lui a dit que son aura était trop intense pour une opportunité et se résigne à son travail de livreur. Alors qu'il est assis sur son lit, ivre et abattu, la jeune femme, Sukui, trébuche dans sa chambre et s'effondre sur son lit. Hébétée et fiévreuse, elle lève les yeux vers lui et demande qui il est et s'il peut l'aider, se plaignant que sa tête tourne et qu'elle a terriblement chaud. Ivre lui aussi, Wangan est captivé par elle, pensant à quel point elle est éblouissante. Alors qu'elle se rapproche et implore son aide, il est troublé, se demandant s'il rêve. Il serre les poings, une bouteille d'alcool renversée à côté de lui, submergé par cette situation intense. Revenant au présent, Wangan est perdu dans ce souvenir, fixant la photo de Sukui sur le téléphone de son collègue. Son collègue, Fadi, remarque qu'il est dans la lune et l'appelle par son nom. Fadi commence à se moquer de lui, rappelant à tout le monde comment Anne invente toujours des histoires, comme coucher avec une star de cinéma international. Il demande sarcastiquement si Anne va maintenant prétendre avoir dragué l'héritière de la famille Sioux. Les autres collègues se joignent à lui, riant et rappelant ses autres histoires à dormir debout, comme être un trafiquant d'armes international ou le chef d'une famille d'élite de Pékin. Wangan reste calme. Il allume une cigarette et leur dit qu'ils ne comprennent pas, déclarant de manière énigmatique que ce qu'il fait, c'est se cacher à la vue de tous. Alors qu'un des gars rejette ces affirmations, leur plaisanterie est interrompue. Une élégante voiture de sport de luxe rouge s'arrête devant le centre de livraison, choquant tous les livreurs. La portière du conducteur s'ouvre, et une jambe mince et un talon en sortent. La femme qui apparaît est Sukui, d'une allure assurée et élégante. Les collègues de Wangan sont hypnotisés, leurs yeux se transformant en cœur alors qu'ils la dévisagent, la qualifiant de bombe atomique. Alors qu'elle s'approche d'eux, un gars la reconnaît sur la photo. Il réalise avec choc que l'héritière de la famille Sioux se tient devant eux et n'arrive pas à comprendre pourquoi elle serait dans leur humble centre de livraison. Suji s'approche de Wangan, qui s'étire nonchalamment, et lui demande pourquoi il ne répond pas à ses appels. Ses collègues, qui se moquaient de lui, sont complètement abasourdis. Ils n'arrivent pas à croire que Wangan connaisse réellement la célèbre héritière de la famille Sioux. Wangan fait comme si de rien n'était, prétendant ne pas avoir vu d'appel manqué et lui demande calmement ce qui se passe. À l'endroit au but, Sukui le regarde dans les yeux et déclare qu'elle est enceinte et que le bébé est de lui. Cette révélation choque ses collègues. Il hurle d'incrédulité, incapable de comprendre que cette femme riche et magnifique porte l'enfant de leur ami. L'un d'eux jure qu'il ne dira plus jamais que Anne raconte des salades. Wangan lui-même est déconcerté, se frottant les yeux comme dans un état second, et demande si elle est sûre. Suki, l'expression ferme, lui dit de venir avec elle à l'hôpital pour le prouver. Alors qu'elle attend près de sa voiture, ses collègues l'incitent frénétiquement à l'accompagner. Un Wangan stressé décide d'y aller et demande à un copain de le remplacer. Les deux partent alors en trombe dans sa voiture rouge, laissant l'équipe stupéfaite derrière eux. À l'intérieur de la voiture, la tension est palpable. Wangan demande si le bébé est vraiment de lui. Sukui répond sèchement, demandant pourquoi elle mentirait sur une chose aussi grave. L'air résolu, Wangan lui dit que si le bébé est de lui, il assumera l'entière responsabilité des deux. Suchi lui lance un regard sceptique et se moque de sa promesse, demandant comment il assumera ses responsabilités avec ses revenus de livreur. Imperturbable, Wangan se penche en arrière et déclare avec assurance qu'il n'y a rien de mal à gagner sa vie honnêtement et que les faire vivre ne sera pas un problème. Sukui lui rappelle son statut de membre de la puissante famille Sioux à Jiangning. Wangan balaie simplement cela en disant que ces histoires de statut sont la chose la plus stupide qui soit. Agacé par son attitude nonchalante, Sukui écrase son pied sur l'accélérateur, ce qui fait secouer violemment la voiture et projette Wangan vers l'avant. Il lui crie dessus,
l'accusant de le faire exprès et demandant ce qu'il y a de si spécial avec la famille So. Le voyage tendu se termine lorsqu'il s'arrête devant un grand hôpital. Sukui se gare et lui dit calmement qu'ils sont arrivés. Alors qu'ils sortent de la voiture, Sukui avertit Wangan de ne pas utiliser le mot responsabilité à la légère. Elle lui rappelle les graves conséquences auxquelles il serait confronté si sa famille découvrait qu'un livreur l'a mise enceinte. Cela met Wangan en colère qui déclare avec passion que ce n'est pas une blague pour lui. Si le bébé est de lui, il assumera absolument ses responsabilités. Ignorant sa colère, Sukui lui dit d'entrer. Il marche dans un couloir d'hôpital. Sukui le conduit vers une porte portant la mention salle d'opération, et Wangan s'arrête, choqué, demandant pourquoi ils vont là-bas. Sukui se retourne vers lui avec une expression déterminée et déclare qu'elle va entrer, le laissant réaliser sa véritable intention d'interrompre la grossesse. Paniqué, il lui saisit le bras pour l'arrêter. Il la supplie, reconnaissant qu'elle pense probablement qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins et à ceux d'un enfant, mais insiste sur le fait que l'argent n'est pas un problème, et qu'il trouvera un moyen. Juste à ce moment-là, une infirmière s'approche, informant Sukui qu'il est temps pour son intervention. Sukui regarde Wangan avec un léger sourire indéchiffrable, acquiesce à l'infirmière et retire son bras. Elle entre dans la salle d'opération, laissant Wangan l'appeler désespérément. Il se tient devant la porte fermée, se sentant impuissant et frustré, pensant qu'il ne peut rien faire pour arrêter cette femme déterminée. Dans la salle d'opération, Suki est allongée sur la table en chemise de patient. Un chirurgien lui demande si elle est prête. Un autre chirurgien prépare une seringue et lui dit de se détendre, elle ferme les yeux. Mais à la dernière seconde, juste avant que la procédure ne commence, elle lève la main et leur dit d'attendre. Pendant ce temps, Wangan est affalé dans la salle d'attente. Il s'est résigné à la situation en pensant que si elle est déterminée à ne pas avoir le bébé, il ne peut pas l'en empêcher. Soudain, la porte de la salle d'opération s'ouvre et Sukui en sort, inchangé. Wangan est stupéfait. Il se lève d'un bond, déconcerté, et demande comment elle peut être sortie déjà, se demandant si les opérations sont si rapides de nos jours. Suki, apparemment imperturbable, dit à un Wangan déconcerté qu'elle est fatiguée et lui demande de la ramener chez elle. Wangan accepte avec confiance, enlaçant sa taille et se vantant qu'il pourrait même piloter un avion de chasse. Il prend le volant de sa voiture de sport rouge et s'éloigne de l'hôpital en direction d'un quartier riche appelé Longwon. Pendant le trajet, pendant que Sukui se repose, Wangan reçoit un appel. La personne à l'autre bout du fil l'informe d'un événement d'enchère ce soir à la tour Jianji, auquel le vieil homme veut qu'il assiste. L'appelant mentionne également que Lin Qingyun, un président de chambre, est de leur côté. Wangan acquiesce calmement à ses instructions, laissant entendre un côté puissant et mystérieux de sa vie inconnue de Sukui. Ils arrivent bientôt à une grande maison dans le domaine de la famille Su. Wangan annonce leur arrivée, réveillant Sukui. Elle sort de la voiture et lui dit de partir avant que sa famille ne le voie. Remarquant qu'elle a l'air pâle, Wangan propose de la raccompagner jusqu'à la porte, mais elle rejette froidement son inquiétude, lui disant de ne pas se mêler de ses affaires. Cependant, alors qu'elle se détourne, son talon se coince dans une fissure, ce qui lui fait perdre l'équilibre et crier en tombant. Avec une vitesse étonnante, Wangan se jette en avant et l'attrape juste avant qu'elle ne touche le sol. Alors qu'il l'aide à se relever, il la gronde pour son manque d'assurance. Agacé, Sukui lui demande de se répéter, et il en rajoute, la traitant d'incroyablement maladroite. Dans un éclair de colère, elle lui pince le côté de toutes ses forces, ce qui le fait crier de douleur. L'effort soudain a des conséquences sur elle, et elle grimace. Voyant son malaise, Wangan la surprend en la soulevant dans ses bras. Il la porte à l'intérieur de la maison somptueuse et la dépose doucement sur un canapé. Ouvrant une trousse de premiers soins, il commence à soigner son pied nu, qu'elle a tordu dans la chute. Elle proteste, lui disant de partir, mais il lui dit fermement d'arrêter de bouger. Alors qu'il est en train de lui envelopper la cheville, ils sont interrompus par deux femmes qui sont entrées dans la pièce. Les nouvelles venues sont Yang Huimin, la mère de Sukui, et Lin Shuifu, sa meilleure amie. La mère de Sukui regarde la scène avec choc et exige de savoir ce que fait sa fille. Wangan et Sukui ont expliqué simultanément qu'elle s'était tordue la cheville. Puis, regardant sa mère stupéfaite, Sukui annonce calmement que son petit ami l'aidait simplement à appliquer des médicaments. Wangan est complètement pris au dépourvu. Sa mère, Yang Huimin, est encore plus choquée, pointant un doigt tremblant vers Wangan en uniforme et criant d'incrédulité, demandant si cet homme est vraiment son petit ami. Ébranlé par l'annonce de sa fille, Yang Huimin exige furieusement de savoir ce qui se passe et qui est ce livreur. Après un moment de silence, Soki se rétracte, disant à sa mère avec un sourire forcé qu'elle plaisantait. Elle explique qu'elle s'est tordu la cheville et que l'homme l'a simplement aidé à entrer. Sa mère, troublée mais soulagée, dit à Sukui qu'elle lui a fait peur, lui rappelant qu'elle est sur le point d'épouser un membre de la prestigieuse famille Chin et qu'elle ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Wangan, qui est resté silencieux, est offensé par le mépris évident de la mère et demande ce qu'il y a de mal à être livreur. Yang Huimin ricane, criant qu'il est un nobody de basse classe essayant de sortir avec quelqu'un hors de sa portée et qu'il devrait continuer à rêver. Son insulte touche une corde sensible et une expression furieuse traverse le visage de Wangan.
Avant que la situation ne dégénère, Sukui intervient. Elle dit calmement à Wangan qu'il peut partir maintenant et le remercie pour son aide. Il fait un signe de tête et se tourne pour partir. Alors qu'il s'éloigne, la meilleure amie de Sukui, Lin Shuifu, le regarde avec une expression pensive. Après son départ, Yang Huimin dit à Lin Shuifu d'aider Sukui à se rendre dans sa chambre. Avec dégoût, elle ordonne à quelqu'un d'essuyer le sol où se tenait le livreur sale. Plus tard, dans sa chambre, Lin Shuifu aide Sukui à s'asseoir sur son lit et lui demande immédiatement quelle est sa véritable relation avec cet homme. Sukui prétend d'abord qu'il n'y a rien entre eux, mais Lin Shuifu n'y croit pas, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas être dupée parce que la façon dont Sukui le regardait n'était clairement pas rien. Coincée par l'intuition de son ami, Sukui avoue la vérité. Elle est enceinte de son enfant. Lin Shuifu est complètement abasourdi, criant d'incrédulité qu'elle est enceinte. Elle remet en question le jugement de Sukui, lui demandant pourquoi, de toutes les personnes, il devait s'agir d'un livreur. Sukui explique qu'elle a trop bu ce jour-là et minimise l'incident en le qualifiant de hasard. Lin Shuifu insiste, demandant ce que Sukui prévoit de faire, lui rappelant qu'elle ne peut pas cacher la grossesse éternellement à la puissante famille Qin. Au grand choc de son ami, Sukui déclare fermement qu'elle a décidé de garder le bébé. Lin Shuifu pense que son ami a perdu la tête. Sukui essaie de la rassurer, expliquant qu'elle a parlé avec l'homme, Wangan, et qu'il a promis d'assumer l'entière responsabilité. Mais Lin Shuifu n'est pas convaincue. Elle crie à Sukui de se réveiller, lui rappelant qu'elle est la fille de la famille Su. Elle rejette Wangan comme un livreur indigne d'elle et met en garde contre les terribles conséquences si la famille Qin le découvre. Fatiguée de la leçon, Sukui lève la main pour l'arrêter, disant qu'elle va s'en sortir. Elle change de sujet, demandant pourquoi Lin Shuifu est de retour en ville. Lin Shuifu explique que son grand-père est venu à Jiangning pour rencontrer un grand ponte important et assister à un événement d'enchères ce soir, alors elle est venue avec lui. Le haut indifférent de Sukui agace son ami. Soudain, l'expression de Lin Shuifu change et elle annonce qu'elle a une idée brillante. Se penchant en avant, elle murmure un plan sinistre à Sukui. Si son secret est révélé, elle devrait simplement prétendre que le livreur l'a violée. Sukui répond avec dégoût, remarquant quelle idée horrible c'est. Pendant ce temps, Wangan a quitté le domaine des Sioux et marche dans le quartier exclusif des villas. Il sort son téléphone, marmonnant qu'il n'y a pas de taxi dans ce quartier. À ce moment-là, une voiture noire élégante s'arrête à côté de lui. Wangan regarde un homme en costume élégant sortir. L'homme plus âgé aux cheveux argentés approche Wangan et le salue respectueusement en tant que jeune maître. Il se présente comme Lin Xingyun, président de la chambre de commerce de Zulon, et explique qu'il est là pour l'escorter à l'événement d'enchères. Wangan, rassemblant les pièces, se souvient de la conversation et confirme que son grand-père lui avait parlé de l'arrangement, révélant un lien caché avec un pouvoir immense qui contraste avec sa vie de livreur. Acceptant l'offre, Wangan dit à Lin Xingyun qu'avant les enchères, il a besoin d'une douche et de vêtements de rechange. Lin Xingyun accepte respectueusement, promettant de tout arranger alors qu'il ouvre la portière de la voiture pour son jeune maître. Ils partent dans une luxueuse limousine noire. La scène se déplace vers l'événement d'enchères animé dans une grande salle de bal remplie d'invités riches. Wangan arrive, maintenant transformé. Il a troqué sa veste de livreur contre un costume sur mesure, paraissant puissant et confiant alors qu'il observe la foule. Alors qu'il se tient près d'une fenêtre, son attention est attirée par un visage familier. C'est Lin Shuifu, la meilleure amie de Sukui, dans une superbe robe de soirée blanche. Elle s'approche de lui avec dédain et demande ce que le livreur fait dans un événement aussi exclusif. Avant qu'il ne puisse répondre, elle tire une conclusion, lui demandant accusatrice s'il travaille à temps partiel. Avant que Wangan ne puisse la corriger, elle attrape son bras et le tire avec force, disant qu'elle a besoin de parler. Dans un endroit plus isolé, elle le confronte, déclarant que Sukui est sa meilleure amie et qu'elle est enceinte à cause de lui. Elle l'avertit férocement que s'il n'assume pas l'entière responsabilité à la naissance du bébé, elle le lui fera regretter. Wangan est complètement choqué par cela. Il lui dit qu'il pensait que Sukui s'était débarrassé du bébé à l'hôpital. Lin Shuifu l'informe furieusement qu'il a tort et que Sukui a décidé de le garder. Cette nouvelle information stupéfie Wangan, qui s'exclame son nom avec incrédulité. Il se rend compte qu'elle n'a pas dû subir l'opération. Lin Weifu, voyant son hésitation comme un signe qu'il pourrait se soustraire à son devoir, répète sa menace, avertissant que s'il essaie de s'en aller, il le regrettera. Pour souligner son point de vue, elle écrase avec force son talon aiguille sur sa chaussure, le faisant crier de douleur alors qu'elle se détourne avec une satisfaction sinistre. Juste au moment où Lin Shuifu part, la voix d'un annonceur traverse la salle de bal, informant les invités que les enchères vont bientôt commencer. Toujours en train de réaliser que Sukui a gardé le bébé, Wangan est rempli d'une nouvelle urgence. Il n'arrive pas à y croire et décide de terminer rapidement ses affaires pour pouvoir aller la retrouver. À ce moment-là, une femme en tailleur s'approche et le salue respectueusement en tant que jeune maître. Elle se présente comme Liu Yue, sa nouvelle assistante, affectée par le président linkingien. La reconnaissant, Wangan déclare qu'il est temps d'y aller. Les deux se dirigent vers la zone de l'événement principal avec une présence puissante. Alors qu'ils trouvent leur place,
un homme corpulent et habillé de manière flamboyante se dirige vers l'avant. Il annonce avec suffisance aux participants que l'enchère principale du jour, le nouveau projet de district, est revendiqué par la famille Qin. Tournant sa moustache, il avertit tout le monde de leur témoigner du respect, sinon ils en subiront les conséquences. Cet homme arrogant est Qin Lei, le fils aîné de la famille Qin. Wang Gan demande à son assistante qui est cet homme. Liu Yue explique qu'il est de la famille Qin, l'une des familles les plus riches de Jiangning et leur principal rival pour le projet. Avec un air dédaigneux, Wang Gan se demande si un type comme ça pourrait rivaliser avec lui. Liu Yue explique que les Qin prévoient de remporter le projet, puis de tirer parti de leur alliance matrimoniale avec la famille Su pour les aider à sortir de certains problèmes. La mention de la famille Su fait tout comprendre à Wang Gan. Il se souvient que ses collègues se plaignent que mademoiselle Su soit mariée à un riche minable. Il se rend compte que cet homme arrogant, Shin Lei, est le fiancé que Su Kui est censé épouser. Avec un regard sombre, il voit maintenant l'image complète reliant les fiançailles de Su Kui, les problèmes de sa famille et cette guerre d'enchères. Le commissaire-priseur présente l'article principal, le lot 053 dans le nouveau district. Sans hésitation, Shin lève sa palette et ouvre avec une offre de 5 milliards. La foule éclate en murmures choqués, réalisant que la famille Qin est déterminée à gagner. Ils murmurent qu'avec le prochain mariage Shin-Su, personne n'oserait les défier. Juste au moment où l'enchère semble décidée, Wang Gan lève calmement sa palette d'enchères et réplique avec 6 milliards. La salle est stupéfaite en silence puis éclate en bavardage frénétique. Les invités se demandent qui est cet homme audacieux, supposant qu'il ne doit pas être un habitant du coin pour oser s'opposer à la famille Qin. Ils croient que le projet était une chose sûre pour les Qin, et ils ne laisseront pas cela passer. De l'autre côté de la pièce, l'expression suffisante de Shin disparaît, remplacée par une rage pure. Il serre le poing si fort que ses jointures deviennent blanches. Il regarde furieusement Wang Gan et crie à travers la pièce, exigeant de savoir qui diable il est et l'accusant de chercher les ennuis. La confrontation a commencé. Face à l'éclat de Shin Lei, Wang Gan reste calme. Il souligne calmement qu'ils sont à une vente aux enchères où le plus offrant gagne et demande s'il y a un problème. Shin, le visage déformé par la rage, rétorque, demandant si Wang Gan ne l'a pas entendu dire que la famille Qin voulait ce projet. Avec une confiance suprême, Wang Gan répond qu'il a parfaitement entendu, mais se demande ce que cela a à voir avec lui. Les invités environnants sont choqués, murmurant à propos de qui est cet homme mystérieux qui oserait défier la puissante famille Qin. Pour ne pas être en reste, un Qin Lei enragé lève sa palette et crie une offre de 700 millions. Sans perdre de temps, Wang Gan réplique avec 800 millions. La guerre d'enchères continue et la tension s'épaissit. Qin Lei se précipite vers Wang Gan avec son entourage, se mettant devant son visage et criant qu'à Jiangning City, la famille Qin est la loi. Il fait une dernière offre désespérée de 900 millions, osant Wang Gan à continuer d'enchérir s'il a un souhait de mort. Wang Gan rit simplement, un tableau de calme amusement, et annonce avec désinvolture une offre de 1 milliard. Ayant été complètement et publiquement humilié, Shin craque finalement. Il hurle que Wang Gan l'a cherché et menace de le découper en morceaux alors qu'il lance un coup de poing sauvage au visage de Wang Gan. Mais Wang Gan est incroyablement rapide. Il esquive facilement l'attaque maladroite et, d'un seul mouvement, donne un coup de poing puissant au visage de Shin Lei. Alors que Shin Lei est envoyé voler, criant de douleur, Wang Gan demande avec mépris s'il pensait pouvoir l'affronter seul. Alors que Shin Lei est étourdi, ses deux gardes du corps se lèvent et chargent sur Wang Gan. Le combat qui s'ensuit est brutalement efficace. Wang Gan se déplace avec une vitesse incroyable, les expédiant sans effort avec des coups de pied et des frappes puissantes, les laissant vaincus sur le sol de la salle de bal. Qin Lei se lève difficilement, tenant son visage meurtri avec incrédulité. Il crie à Wang Gan, l'accusant d'avoir un souhait de mort pour avoir osé poser la main sur lui. Wang Gan, avec un sourire froid, rétorque que c'est lui qui frappe maintenant. Il lance une autre attaque, envoyant l'un des hommes de Shin Lei voler dans les airs avec un coup de pied puissant. Le garde du corps s'écrase avec un bruit sourd directement sur son patron, les assommant tous les deux dans un tas indigne. Le combat terminé en quelques secondes, Wang Gan se tient calmement au milieu du chaos. Il se tourne vers la pièce stupéfaite et demande avec désinvolture au commissaire-priseur terrifié si quelqu'un d'autre va enchérir. Le commissaire-priseur, balbutiant, répond rapidement qu'il n'y a pas d'autres enchérisseurs. Ayant remporté l'enchère, les affaires de Wang Gan sont terminées. Il se tourne vers son assistante, Liu Yue, et lui ordonne de signer les documents et de transférer les fonds. Expliquant qu'il a des affaires urgentes, il fait un dernier signe de la main et sort avec confiance de la salle de bal, laissant tout le monde traiter l'affichage de puissance choquant auquel ils viennent d'assister. L'histoire se déplace vers une pièce opulente où Lin Shuifu se tient devant son grand-père, qui est le même Lin Shingjian qui sert Wang Gan. Elle demande pourquoi il l'a appelé ici en urgence, ce qui lui a fait manquer la vente aux enchères. Son grand-père lui conseille d'être prudente une fois que leur invité arrivera, admettant qu'il n'a toujours pas cerné le tempérament de cette personne. Lin Shuifu ricane, se demandant quel grand ponte pourrait pousser son puissant grand-père à agir avec autant de prudence. Juste à ce moment-là, un aide entre et informe le président que la vente aux enchères est terminée. Lin Xingyun demande si la famille Qin a gagné,
mais l'aide signale que quelqu'un d'autre a été le vainqueur. Lin Shuifu est stupéfaite, s'exclamant que c'est impossible. Elle n'arrive pas à croire que le projet ait échappé aux doigts de la famille Qin et se demande qui pourrait être assez audacieux pour l'arracher. Son grand-père l'informe calmement que la personne qu'ils attendent est arrivée. Regardant son téléphone, probablement une mise à jour des actualités, Lin Shuifu remarque que cette personne est bien trop arrogante. Décidant que cette nouvelle est trop importante pour attendre, elle dit à son grand-père qu'elle sort pour appeler son ami Nanan, Suki. Alors qu'elle marche dans un couloir, elle est absorbée dans ses pensées et son appel téléphonique. Elle pense à la façon dont l'échec de la famille Qin compromet leur coopération prévue avec la famille So. Déterminée à livrer cette nouvelle à sa meilleure amie, elle ne fait pas attention à où elle va. Elle entre directement en collision avec Wang Han, qui se dirige dans la direction opposée. La collision est choquante, et elle pousse un petit cri en heurtant sa poitrine. Furieuse, elle lève les yeux et est choquée de voir son visage. Elle lui crie dessus, exigeant de savoir pourquoi c'est encore lui et réprimandant le livreur de nourriture puant pour ne pas regarder où il va. Cependant, son appel urgent prend le dessus. Elle tourne rapidement le dos à Wang Han, silencieux, et continue de marcher, parlant à son téléphone pour annoncer à Sukui son importante nouvelle. Wang Han la regarde simplement partir avec une expression silencieuse et illisible. Après le départ de Lin Shuifu, Wang Han entre pour rencontrer Lin Xingyan. L'homme plus âgé le salue respectueusement. Wang Han confirme que ses affaires à la vente aux enchères sont terminées, puis demande avec désinvolture des nouvelles de la femme qu'il vient de croiser. Lin Xingyan la présente comme sa petite fille, Lin Shuifu, mentionnant avec insistance qu'elle n'est pas mariée. Il la loue, disant qu'elle admire grandement Wang Han et qu'elle a toujours voulu le rencontrer. Cette tentative de mariage amuse Wang Han, qui la rejette avec un « laissez-moi tranquille », las. Changeant de sujet, Wang Han s'assoit et demande à Lin Xingyun s'il connaît Sukui. Lin Xingyun explique qu'elle est la jeune femme de la famille Su, le talent le plus exceptionnel de sa génération, mais qu'elle a été tenue à l'écart des projecteurs parce que la famille préfère les fils aux filles. Il confirme que la famille Qin avait l'intention d'une alliance matrimoniale avec la famille Su après avoir remporté le projet. Mais parce que Wang Han est intervenu, ce plan est maintenant retardé. Curieux, Wang Han cherche plus de détails personnels, demandant des détails sur la vie quotidienne et l'histoire romantique de Sukui. Lin Xingyun l'informe que la famille Su a une éducation très stricte et que Sukui a une personnalité têtue. Il déclare qu'elle ne s'implique pas facilement avec les gens et, pour autant qu'il sache, n'a jamais eu de petit ami. Cette nouvelle information apporte un sourire narquois et entendu au visage de Wang Han. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne. L'identification de l'appelant affiche le nom de Sushi, et il répond avec douceur, lui disant qu'il pensait justement à elle. À l'autre bout du fil, Sukui demande s'il a du temps et dit qu'elle aimerait le voir. Wang Han accepte immédiatement et demande son emplacement. Son affaire urgente maintenant réglée, Wang Han se lève pour partir. Il dit à Lin Xingyun qu'il s'en va et qu'il peut faire son rapport au vieil homme. Alors que Wang Han sort, Lin Xingyun fait une dernière tentative pour promouvoir sa petite fille, mentionnant qu'elle a obtenu son diplôme de la Royal Academy de Londres, tout comme Wang Han. Désintéressé, Wang Han l'écarte, disant qu'ils pourront en parler la prochaine fois. La scène se déplace vers un parc surplombant la ville où Suji est assise seule sur un banc, l'air pensif. Un instant plus tard, Wang Han arrive sur sa moto rouge, maintenant de retour dans son costume élégant. Il s'approche et prend place à côté d'elle. Passant un bras autour d'elle, il va droit au but. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'enfant et qu'il les soutiendra tous les deux. Il fait ensuite une offre définitive, lui disant que si elle veut se marier, ils peuvent aller s'inscrire quand elle le souhaite, solidifiant ainsi sa promesse de responsabilité. Malgré sa promesse confiante, Sukui reste sceptique. Avec un sourire narquois, elle remet en question sa capacité à assumer un tel engagement. Imperturbable, Wang Han regarde au loin et demande ce qu'il ne pourrait pas se permettre. Pour étayer son point de vue, Sukui lève son poignet, lui montrant sa montre coûteuse et lui demandant s'il connaît son prix. Avec une expertise surprenante, Wang Han identifie correctement la montre comme une Pacha de Cartier, un modèle en or rose 18K de 42 mm, et indique correctement son prix de 352 000. Suki est visiblement choquée par sa connaissance détaillée. Elle insiste, lui demandant combien il gagne par an en tant que livreur et combien d'années il devrait travailler juste pour se permettre cet article. Wang Han la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter pour l'argent et l'encourage à avoir le bébé. Il déclare avec confiance qu'il ne la laissera certainement pas, elle ou l'enfant, manquer de choses matérielles, se vantant même que subvenir à leurs besoins ne serait pas un problème. Suki, levant les yeux au ciel devant sa grande déclaration, lui demande sèchement si cela le tuerait de ne pas se vanter. Leur conversation est interrompue lorsque le téléphone de Sukui sonne. Elle répond et la voix paniquée de sa mère se fait entendre à l'autre bout du fil. Sa mère exige qu'elle rentre vite à la maison, l'informant que Shinao est à la maison et attend pour discuter du mariage. Sukui accuse réception tranquillement de la convocation. Se tournant vers Wang Han, elle lui demande de la ramener à la maison. Avec un sourire charmant, il lui dit que ce serait un plaisir. Il l'aide à monter sur sa moto et il démarre à toute vitesse. Pendant le trajet, Sochi s'appuie contre le dos de Wang Han,
un léger sourire paisible sur son visage alors qu'elle ferme les yeux, apparemment contente. Ils arrivent bientôt au domaine de la famille So. Wangan la conduit jusqu'à la porte d'entrée et, en entrant, So-chi annonce à sa mère qu'elle est rentrée. Sa mère, Yang Huimin, semble immédiatement agacée. Elle gronde sa fille pour être partie si longtemps, lui disant que Chinao attend. À l'arrière-plan, un homme corpulent en costume est assis sur le canapé. Sukui déclare simplement qu'elle est allée se promener. Sa mère remarque alors Wangan derrière elle et demande avec désapprobation pourquoi elle a ramené quelqu'un, lui rappelant que le jour de son mariage avec Chinao approche. L'homme sur le canapé se lève et salue Sukui, confirmant qu'il est venu discuter des questions de mariage. Il fait un sourire suave et se présente comme Chinao, le deuxième jeune maître de la famille Qin. Face à son fiancé, Chinao, Sukui essaie de suspendre leur mariage. Elle lui dit que puisque la famille Qin a perdu l'appel d'offres du nouveau projet de district, la coopération prévue de leur famille n'est pas finalisée et, par conséquent, leur mariage devrait également être retardé. Chinao, cependant, rejette l'offre perdue comme une petite affaire. Avec un sourire sinistre, il insiste sur le fait qu'ils devraient d'abord se marier, et que tout le reste pourra être négocié par la suite. Ses pensées révèlent ses véritables intentions. Il prévoit de la mettre au lit d'abord, puis de décider plus tard s'il donnera à sa famille l'argent dont elle a besoin. La mère de Suki, Yung Huimin, tente désespérément de sauver la situation. Elle supplie sa fille, lui rappelant que Chinao a promis 1 milliard pour aider la famille So dès qu'ils seront mariés. Mais So-chi la coupe court avec un n'en dit pas plus tranchant. Avec une détermination farouche, elle déclare qu'elle ne l'épousera pas. Son refus laisse sa mère et Chinao stupéfaits. Faisant un pas audacieux, Sukui se dirige vers Wangan, prend son bras et annonce que non seulement elle n'épousera pas Chinao, mais qu'elle est aussi enceinte de l'enfant de Wangan. Sa mère hurle d'horreur, attrapant sa fille et lui demandant si elle comprend ce qu'elle dit, soulignant que Wangan n'est qu'un livreur de nourriture. Sukui supplie sa mère, insistant sur le fait qu'elle ne veut pas être forcée d'épouser Jinao et promettant qu'avec un peu de temps, elle peut aider la famille Su à surmonter sa crise. Enragée par le comportement honteux de sa fille, Yang Huimin lève la main pour gifler Sukui. Mais avant qu'elle ne touche, le bras de Wangan se tend et attrape fermement son poignet, arrêtant le coup. Il la regarde froidement et demande ce qu'il y a de mal à être un livreur. Il retourne ensuite l'accusation de honte contre elle, se demandant si marier sa propre fille à un salaud pour le profit est considéré comme ayant de la honte. Alors qu'elle se débat dans son emprise, criant au livreur puant de la lâcher, la situation s'aggrave. Chinao, qui a assisté à la scène, finit par exploser. Il pointe un doigt accusateur sur Sukui, le visage tordu par la rage, et la traite de salope qu'il ne s'attendait pas à voir aussi indécente. Il fulmine en disant qu'elle s'est laissée monter par un livreur, puis tourne sa fureur vers Wangan, jurant de le tuer. Sukui ne peut que rester là, abasourdi et horrifié. Avant que Chinao ne puisse agir, Wangan bouge à la vitesse de l'éclair. Il assène une gifle puissante sur le visage de Chinao, le faisant trébucher en arrière et s'écraser au sol. Wangan tire alors une Sukui stupéfaite derrière lui, la protégeant. Il regarde le Chinao déchu et déclare qu'elle est enceinte de son enfant, ce qui fait d'elle sa femme, et demande qui lui a donné le courage d'essayer de la frapper. Se débattant sur le sol, Chinao hurle d'incrédulité que Wangan ait osé le frapper. Sa fureur débordant, il saisit un lourd cendrier sur une table voisine et charge sur le couple en criant qu'il va les tuer. Avec un sourire calme et rassurant, Wangan dit à Sukui de se tenir derrière lui, et elle accepte nerveusement. Alors que Chinao se jette en avant, balançant le cendrier, Wangan esquive sans effort l'attaque. D'un seul mouvement, il assène un coup de poing dévastateur à la mâchoire de Chinao, le faisant voler en arrière, le cendrier glissant de sa main. Alors que Chinao gît étourdi, Wangan se tient au-dessus de lui et déclare qu'il ose toucher à sa femme. Non content de cela, Wangan monte sur l'homme battu, l'attrape par le col et dit qu'aujourd'hui, il va lui donner une leçon. Il fait pleuvoir une série de coups de poing brutaux sur le visage de Chinao, ignorant les cris d'agonie et les appels à l'aide désespérés de sa victime. Au moment où il lève le poing pour un autre coup, Sukui lui demande d'arrêter. Au même moment, une voix puissante résonne, demandant qui ose agir avec autant de présomption. Un groupe de personnages imposants est entré, mené par un homme âgé et digne, avec une longue barbe blanche et une canne. Sukui regarde l'homme avec choc et peur et s'adresse à lui en l'appelant grand-père. L'arrivée du patriarche familial fige tout le monde. Le grand-père de Sukui, flanqué d'autres membres de la famille, examine la scène. Chinao battu sur le sol, Suchi avec un homme étrange, et sa mère sous le choc. L'expression du vieil homme est sombre lorsqu'il annonce qu'il a tout entendu. Il tourne son regard perçant sur sa petite fille et, frappant sa canne sur le sol, exige de savoir s'il est vrai qu'elle est enceinte de l'enfant de ce livreur. Avec une résignation tranquille, Sukui confirme que c'est le cas. La confession plonge la famille So dans la panique. Il s'écrie que la situation est scandaleuse et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offenser la puissante famille Qin. Son grand-père, le visage tordu par la fureur, rugit que la seule solution est que l'enfant soit avorté immédiatement. Chinao, cependant, se relève difficilement et n'est pas d'accord. Il hurle que même si elle avorte l'enfant,
une salope comme elle ne mettra jamais les pieds dans la maison de sa famille, laissant la famille consternée. Le poids de la situation devient trop lourd. Ils commencent à se lamenter que tout est fini, se blâmant mutuellement d'avoir gâté Sochi et déplorant que la famille So soit maintenant finie. Sochi reste silencieuse au milieu de leurs accusations, le visage empreint de tristesse. Finalement, elle craque et leur dit à tous d'arrêter de se disputer. Le stress émotionnel et physique fait son effet, et elle crie de douleur, serrant sa tête alors que des vertiges la submergent. Avant qu'elle ne puisse tomber, Wangan est là pour la rattraper. Il la maintient stable et la rassure, lui disant de ne pas avoir peur et qu'il va l'emmener. Alors qu'il la prend dans ses bras, sa famille, y compris ses parents, se précipite en avant en demandant au livreur puant de la lâcher et en menaçant de lui casser les jambes. Wangan les regarde avec un mépris absolu et demande s'ils se disent même humains. Sans un mot de plus, il se tourne et commence à sortir de la maison en portant la maintenant évanouie. Lorsque ses parents tentent de lui barrer le chemin, il les écarte sans effort, les envoyant s'étaler. Il s'arrête à la porte et se retourne vers la famille stupéfaite et terrifiée. Avec une détermination froide et inébranlable, il déclare qu'il emmène Sukui avec lui et demande si quelqu'un a un problème avec ça, les laissant totalement impuissants à l'arrêter. Avec Sukui inconsciente dans ses bras, Wangan dit à sa famille stupéfaite que puisque personne ne s'y oppose, il s'en va. Il l'emmène du domaine chaotique des Sioux à son appartement moderne de grande hauteur. À l'intérieur, il dépose doucement Sukui, toujours inconsciente, sur son canapé. Ce faisant, une carte glisse de son sac à main et tombe sur le sol. Après s'être assuré qu'elle se repose, Wangan repère la carte et la ramasse. Il l'examine et est surpris de constater qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il ressent une bouffée de pitié pour elle, pensant que même si elle vient d'une famille riche, il semble que personne ne se soit souvenu de son jour spécial. Regardant sa forme endormie, il décide de lui montrer ce dont il est capable, réaffirmant qu'elle est sa femme. Environ 20 minutes plus tard, Sukui commence à s'agiter. Elle se redresse lentement, groggy et désorientée, se frottant les yeux et se demandant où elle est. Juste à ce moment-là, Wangan sort d'une autre pièce en portant un tablier. Il tend un bol de nourriture, lui disant qu'elle doit avoir faim maintenant qu'elle est réveillée. Sukui se dirige vers la table à manger où Wangan a disposé un repas élaboré qu'il a préparé spécialement pour elle. Elle est impressionnée par l'arôme délicieux des différents plats qui comprennent des spécialités cuites à la vapeur, un plateau de fruits et de fromage et plusieurs boissons. Wangan se vante que ses talents culinaires sont si bons que même une princesse de Dubaï supplierait d'y goûter. Amusé par son arrogance, Sukui sourit et lui demande si ça le tuerait de ne pas se vanter. Alors qu'il s'assoit pour manger, Sukui devient sérieuse. Elle lui dit que pour aujourd'hui, il lui est interdit de prononcer le mot au mourir, laissant Wangan confus. Avant qu'il ne puisse demander, il révèle sa surprise. Il sort un petit gâteau rose avec une seule bougie allumée dessus. Avec un sourire confiant, il le présente à la Sukui étonnée et lui souhaite un joyeux anniversaire. Complètement prise par surprise, Sukui se couvre la bouche de choc et demande comment il a pu savoir que c'était son anniversaire. Wangan sourit avec suffisance et lui demande si elle le trouve si incroyable. Submergé par l'émotion, Sukui reste sans voix et une larme se forme dans son œil. Remarquant cela, Wangan la taquine en lui demandant si elle est émue aux larmes et lui dit qu'elle peut pleurer. Il se vante ensuite de pouvoir lui prêter son épaule, ce que même les top modèles internationaux ne peuvent pas obtenir. Son arrogance absurde brise la tension, et Sukui laisse échapper un rire sincère. Il l'encourage ensuite à goûter la nourriture. Elle en prend une bouchée et admet que c'est bon, ce à quoi il répond avec assurance que, bien sûr, ça l'est. Après avoir mangé pendant un moment, Wangan lui dit de faire un vœu sur son gâteau. Sukui ferme les yeux, joint ses mains et acquiesce silencieusement. Une fois le moment passé, Wangan devient sérieux et lui demande quels sont ses projets. Sukui le regarde avec sérieux et lui rappelle sa promesse de les soutenir, lui demandant s'il revient sur sa parole. Wangan l'assure qu'il ne le fait pas, mais lui lance un défi. Il lui demande si elle ose vraiment épouser un livreur comme lui. Enflammée, Sukui se lève et déclare qu'elle ose, ajoutant que s'il ne parvient pas à les soutenir, elle se remariera tout simplement. En entendant cela, Wangan se décide et lui dit qu'ils enregistreront leur mariage dès le lendemain. Avec une détermination farouche, elle acquiesce, déclarant qu'elle n'a pas peur. Satisfait, Wangan se penche en arrière avec un sourire et dit que c'est réglé. Leurs plans sont interrompus lorsque le téléphone de Wangan vibre. Il dit à Sukui qu'il doit répondre à l'appel, et elle hoche la tête. Il sort sur le balcon pour répondre. La personne à l'autre bout du fil, qu'il appelle Xiaohua, l'avertit frénétiquement qu'il est en danger. Xiaohua, qui appelle Wangan chef, dit qu'un assassin nommé Hydra arrive à Jiangning City pour le tuer. Wangan reste calme et demande si la source est fiable et s'ils peuvent confirmer l'emplacement d'Hydra. Xiaohua rapporte qu'Hydra a été vu pour la dernière fois près de la villa de la famille Lin. Allumant une cigarette, Wangan dit froidement à son subordonné qu'il comprend et qu'il prendra le temps de s'occuper de l'assassin demain. Pendant que Wangan est sur le balcon, Sukui est assise sur le canapé à parler au téléphone et à manger son gâteau. Elle est en conversation avec sa meilleure amie, Lin Shuifu, qui lui a souhaité un joyeux anniversaire et lui a demandé si elle était la première. Avec un sourire amusé,
Sukui dit à son ami qu'elle était la deuxième. Lin Shuifu est choqué, demandant immédiatement qui était le premier et espérant que ce n'était pas Chinao. Sukui, jetant un coup d'œil vers le balcon, révèle que c'était lui. Son amie est furieuse, exigeant de savoir comment elle s'est retrouvée mêlée à ce livreur à nouveau. Alors qu'elle prend une autre bouchée de gâteau, Sukui soupire et dit à une Lin Shuifu étonnée que c'est une longue histoire, mais qu'ils ont décidé d'enregistrer leur mariage demain. Cette nouvelle plonge son amie dans la panique qui lui demande si elle est devenue folle d'épouser un livreur et exige son emplacement. Sukui répond calmement qu'elle est chez lui. Une Lin Shuifu inquiète essaie de la calmer, promettant de trouver une solution. Elle déclare qu'elle ira supplier le mystérieux grand ponte qui a remporté l'enchère, celui que son grand-père connaît, d'aider Suki coûte que coûte. Cependant, l'appel est soudainement coupé et Sukui se demande ce qui s'est passé. Pendant ce temps, sur le balcon, la conversation tendue de Wangan se poursuit. Son subordonné ajoute des nouvelles plus inquiétantes, l'informant que la princesse aînée s'était renseignée sur ses allées et venues il y a 2 jours. Wangan devient plus sérieux, exigeant de savoir si Xiaohua lui a dit qu'il était à Jiangning. Son subordonné explique nerveusement qu'il n'avait pas le choix car il connaissait le tempérament de la princesse et craignait qu'elle ne les castrait s'il n'avait pas obéi. La nouvelle est si choquante que Wangan est sans voix et laisse tomber son briquet. Il crie dans le téléphone, furieux que son subordonné de confiance l'ait vendu. Xiaohua essaie de désamorcer la situation, suggérant que les antécédents familiaux de la princesse font d'elle une excellente correspondante pour son patron, et il devrait simplement céder. Wangan l'interrompt avec colère, exigeant de savoir quand elle arrive. Voyant la fureur de son patron, Xiaohua invente une excuse à propos d'un mauvais signal et raccroche brusquement, laissant Wangan fulminer. Il se retrouve seul sur le balcon, accroupi de frustration, pensant que c'est une très mauvaise situation. Juste à ce moment-là, son téléphone vibre avec une notification. Agacé, il se demande qui le dérange maintenant. Il regarde son écran et voit un SMS d'un numéro inconnu. L'expéditrice se présente comme Lin Xufu, la petite fille de Lin Chengyun. Dans le message, elle propose un partenariat commercial, suggérant que, puisqu'il est nouveau dans la ville, coopérer avec la famille So sur le projet du nouveau district serait mutuellement bénéfique. Désespérée d'aider son ami, elle fait une offre audacieuse, promettant que s'il accepte, elle fera tout ce qu'il demandera. Lisant sa proposition effrontée, Wangan sourit, pensant qu'elle a certainement du cran. Presque immédiatement, son téléphone sonne. C'est Lin Xingyun qui a clairement appris le SMS de sa petite fille. Il s'excuse abondamment pour les problèmes qu'elle a causés. Wangan lui dit calmement que tout va bien. Prenant les choses en main, Wangan donne à Lin Xingyun 2 instructions claires. Tout d'abord, il a besoin d'un fusil de sniper et de 2 balles, qu'il ira chercher demain. Deuxièmement, il ordonne à Lin de donner à Sukui tous les pouvoirs sur le projet du nouveau district, interdisant à quiconque d'autre de la famille Su de s'impliquer. Sans hésitation, Lin Xingyun accepte d'exécuter les ordres de son jeune maître. Plus tard, pendant que Wangan est sur le balcon, Sukui se détend dans son appartement, allongé sur le lit et lisant. Son téléphone vibre avec un message de sa meilleure amie, Lin Xufu. Le SMS contient des nouvelles passionnantes. Lin Xufu a contacté le mystérieux grand ponte qui a remporté le projet du nouveau district. Elle dit à Sukui qu'il a accepté de coopérer avec la famille Sue, plus important encore, a insisté pour que Suki soit en charge. Ils doivent se rencontrer le lendemain pour discuter des détails. Folle de joie, Suji répond avec bonheur, confirmant qu'elle la verra demain. Juste à ce moment-là, Wangan revient et remarque son expression joyeuse, lui demandant ce qui la met de bonne humeur. Le voyant toujours comme un simple livreur, elle balaie cela comme une question de projet qu'il ne comprendrait pas. Elle semble alors surprise qu'il l'ait trouvé en train de lire, et il la taquine en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait l'habitude de lire des livres. Il se penche près d'elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, et lui chuchote qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'attend pas de lui. Troublé par sa proximité, Suki rougit et balbutie, lui demandant ce qu'il fait et lui rappelant qu'accepter de l'épouser ne signifie pas. Mais au lieu de faire un geste, Wangan prend doucement un oreiller sur le lit. Il lui dit que si elle est fatiguée, elle devrait se reposer et qu'il dormira sur le canapé. En partant, il ajoute nonchalamment que lire au lit n'est pas bon pour les femmes enceintes, laissant derrière lui une Sukui rougissante et sans voix. Se rallongeant, elle est embarrassée, pensant qu'elle pensait vraiment qu'il allait faire quelque chose. Le jour suivant se lève radieux. Sur le balcon de l'appartement, Wangan est au milieu d'une séance d'entraînement éreintante en effectuant des pompes en équilibre sur une seule main. Suki, en pyjama, sort et le regarde. Amusée, elle lui demande en plaisantant s'il pratique le style du crapaud. Il atterrit en douceur et la corrige, affirmant qu'il s'agit d'une technique appelée la main enroulée du dragon, un nom qu'elle n'a jamais entendu. Il explique que ce n'est pas un art martial tape à accent grave-l'œil, mais une véritable technique mortelle démontrant quelques mouvements rapides. Curieuse, Suji demande pourquoi un simple livreur aurait besoin d'apprendre quelque chose d'aussi dangereux. Wangan s'arrête et la regarde, partageant la sagesse de son père. Utilise les arts martiaux pour arrêter les conflits et protéger ta famille. Sukui est impressionné et convient que les paroles de son père étaient sages. Changeant de sujet,
Wang Gan dit qu'il a préparé le petit déjeuner et préparé ses articles de toilette. Touchée, elle remarque qu'elle n'avait jamais réalisé qu'un grand gaillard comme lui pouvait être aussi attentionné. Avec un sourire confiant, il répond qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore réalisées à son sujet. Il lui dit ensuite qu'après avoir mangé, elle doit l'accompagner chez elle. Elle est confuse et demande pourquoi. Il explique qu'ils ont besoin de son livret d'enregistrement du ménage, sinon, ils ne peuvent pas enregistrer leur mariage. Il la taquine ensuite en plaisantant, lui demandant si elle est vraiment sûre d'épouser un livreur comme lui. Provoquée, Suki se met en colère, pensant qu'il fait marche arrière. Elle crie qu'elle n'a pas peur et lui dit de se dépêcher pour qu'ils puissent enregistrer leur mariage immédiatement. Alors qu'il marche vers sa moto, Soki soulève une question pratique en demandant s'il devrait d'abord rencontrer ses parents. Wang Gan rejette cela en disant qu'il n'y a pas besoin, et qu'ils peuvent en parler après la naissance du bébé. Confuse, So demande pourquoi il devrait attendre. Avec un sourire narquois, Wang Gan explique qu'il a peur que sa famille ne l'approuve pas. Il suppose qu'une fois que le bébé sera né, sa famille sera forcée d'accepter la situation. En entendant cela, Sochi, les mains sur les hanches, demande sarcastiquement s'il insinue qu'il se marie dans sa famille. Il la regarde en plaisantant et complimente son apparence, sa silhouette et son tempérament, mais ajoute ensuite que ses antécédents familiaux sont un peu insuffisants. Offensée, elle demande s'il pense qu'il est plus que suffisant pour elle. Wang Gan rit, lui disant de ne pas le prendre au sérieux et de monter sur la moto. Avec un air agacé, elle monte derrière lui. Il lui dit de tenir sa taille serrée, et il file sur la route. À leur insu, ils sont surveillés. Depuis un endroit caché, Chin et un subordonné musclé les voient partir. Le subordonné remarque avec dégoût que la garce a passé la nuit avec un livreur et demande à son jeune maître ce qu'il faut faire. Le visage sombre de rage, Chin donne un ordre brutal. Il dit à son homme de tuer le livreur et d'emmener ensuite la garce dans un hôtel pour lui. Le subordonné fait craquer ses doigts et dit qu'il va prendre ses hommes et les suivre immédiatement. Alors que Wang Gan et Sukui traversent la ville, il remarque dans son rétroviseur qu'une camionnette blanche les suit. Il réalise qu'ils sont suivis. Réfléchissant rapidement, il se penche en arrière et annonce un changement de plan à Sukui. Il dit qu'elle devrait d'abord rentrer chez elle pour prendre ses affaires car il a une course à faire. Inconsciente du danger, elle accepte. Wang Gan accélère alors, se faufilant dans la circulation pour semer ses poursuivants. Suivant son plan, Wang Gan conduit Sukui dans une maison sûre. Une fois qu'elle est en sécurité à l'intérieur, il remonte sur sa moto et s'éloigne à toute vitesse, attirant l'attention de ses poursuivants. La camionnette blanche se lance immédiatement à sa poursuite, le suivant dans un quartier riche. Wang Gan les conduit dans une courte poursuite avant de s'arrêter devant une grande villa moderne, un endroit délibérément choisi. Il arrête sa moto et descend, attendant apparemment. Il jette un coup d'œil au balcon du deuxième étage de la villa et aperçoit un homme aux cheveux hérissés qui s'y cache, confirmant qu'il s'agit d'une embuscade. L'homme sur le balcon réalise qu'il a été repéré. Sans se décourager, Wang Gan se dirige calmement vers la villa, pensant que puisque ses ennemis sont rassemblés ici, il est temps de s'occuper d'eux tous en même temps. Il entre dans la somptueuse maison vide et monte à l'étage. Dans une pièce, un étui de fusil de sniper est ouvert sur une table exactement comme il l'avait arrangé. Il ramasse le fusil à silencieux, impressionné par l'efficacité de l'un. Cependant, son attention est soudainement attirée par quelque chose d'inattendu. Il lève les yeux et remarque un soutien-gorge bleu posé sur le lit voisin, le laissant momentanément confus. Avant qu'il ne puisse comprendre, une femme enveloppée dans une serviette sort d'une pièce attenante. C'est Lin Shuifu, la meilleure amie de Sukui, qui laisse échapper un cri terrifié en voyant un homme étrange dans sa chambre tenant un fusil de haute puissance. Le reconnaissant, Lin Shuifu exige furieusement de savoir ce que le livreur Puan fait chez elle, lui rappelant qu'il viole la propriété privée de la villa de la famille Lin. Mais avant que leur dispute ne s'envenime, un point laser rouge apparaît sur son front. Voyant le laser du sniper, Wang Gan lui crie instantanément de se baisser. Sans une seconde à perdre, une balle fracasse la fenêtre. Wang Gan se précipite à travers la pièce, plaquant une Lin Shuifu terrifiée et la faisant sortir de la trajectoire de la balle juste à temps. Il s'écrase sur le lit et elle se débat contre lui en criant au salaud de la lâcher. Il la maintient fermement, son expression sérieuse, et l'avertit doucement d'arrêter de crier, lui disant que si elle fait un autre bruit, elle sera tuée. Se relevant, Wang Gan saisit le fusil de sniper alors qu'une Lin Shuifu stupéfaite demande ce qui se passe. Il l'ignore, se dirigeant vers la fenêtre brisée et visant la villa en face d'eux. Il marmonne une raillerie selon laquelle Hydra ne doit pas avoir 9 cerveaux et tire un seul coup précis. La balle traverse la cour et atteint sa cible, touchant l'agresseur sur le balcon opposé. Le sniper est tué instantanément, s'effondrant au sol avec une balle dans la tête. Wang Gan baisse son arme avec un salut désinvolte, remarquant avec déception qu'Hydra a été éliminé si facilement. Avant qu'il ne puisse célébrer, une Lin Weifu frénétique l'attrape, exigeant une explication pour l'arme à feu dans sa maison. Mais à ce moment-là, l'essence de Wang Gan s'éveille alors qu'il détecte une autre menace. Une deuxième balle déchire l'air, brisant une autre fenêtre sous un angle différent. Réagissant avec une vitesse incroyable, Wang Gan crie à nouveau de se baisser et se jette sur elle, la protégeant de son corps.
Il s'écrase au sol alors que la balle passe à côté de l'endroit où il se trouvait, percutant le mur derrière eux. Toujours au sol avec l'Inzuifu, Wang Gan réalise qu'il y a d'autres attaquants à l'extérieur. Réfléchissant rapidement, il saisit un morceau de ses vêtements sur le lit et le jette en l'air comme un leurre. Il énumère mentalement ses adversaires, l'assassin Hydra, les voyous de la camionnette et ce nouveau sniper. Il conclut avec gravité qu'il a plusieurs invités à gérer aujourd'hui. Le leurre fonctionne. Alors que le sniper ennemi tire sur le mouvement, Wang Gan vise avec son propre fusil, une Inzuifu terrifiée regardant derrière lui. Il riposte avec sa deuxième et dernière balle. Le tir traverse l'espace et atteint un autre sniper caché, l'éliminant. Immédiatement, un tir de suppression nourrie éclate d'un troisième endroit tandis qu'un autre assassin sur un toit voisin lâche une volée de tirs sur leur fenêtre. Wang Gan attrape l'Inzuifu et plonge derrière un canapé pour se mettre à couvert tandis que le mur derrière eux est criblé de balles. Clouée au sol dans une position compromettante, elle hurlait le trait de pervers. Une fois la fusillade terminée, Wang Gan ramasse calmement une des 12 ennemis sur le mur. Il l'examine attentivement et reconnaît un insigne unique en étoile à 6 branches sur la base. Il l'identifie comme une ogive spéciale d'une organisation d'assassins notoires d'Europe de l'Est connue sous le nom d'Ares. Il se tourne vers l'Inzuifu, secoué, et lui demande quand elle a réussi à provoquer des gens aussi dangereux. Elle ne peut que balbutier qu'elle ne sait pas. À ce moment-là, Wang Gan regarde son fusil vide et se maudit d'avoir été négligent. Il n'avait demandé que 2 balles et est maintenant à court de munitions. Il s'agenouille, se demandant quoi faire maintenant qu'il est désarmé et encerclé. Soudain, un souvenir frappe l'Inzuifu. Elle dit à Wang Gan qu'elle pourrait savoir qui est derrière l'attaque. Elle se souvient qu'il y a quelque temps, un patron d'Europe de l'Est avait essayé d'acheter la technologie de recherche de son entreprise, mais elle avait refusé son offre. Cette révélation fournit un motif clair aux assassins professionnels qui essaient maintenant de la tuer. Alors que la pluie de balles continue, les yeux de Wang Gan se rétrécissent. Il pousse rapidement la tête de l'Inzuifu vers le bas, criant de faire attention alors qu'une autre balle passe à côté d'eux. Cloués au sol derrière le canapé, ils sont assis au milieu des débris en attendant une accalmie dans les tirs. Sans munitions restantes, Wang Gan a besoin d'un autre plan. Ses yeux tombent sur les éclats de verre brisés sur le sol. Se décidant pour un geste désespéré, il ramasse un morceau de verre tranchant. Saisissant une accalmie momentanée dans la fusillade, il se lève d'un bond et, avec une vitesse incroyable, lance l'éclat de verre comme un couteau de lancer vers la position du dernier sniper. Le projectile de fortune atteint sa cible et l'assassin crie de douleur. Le dernier sniper étant éliminé, la menace immédiate est terminée. Wang Gan se lève et dit à l'Inzuifu qu'elle peut se relever maintenant car c'est sûr. Se relevant enfin, elle le regarde avec suspicion et le confronte directement. Elle déclare que son travail de livreur doit être une couverture et exige de savoir qui il est vraiment. Wang Gan rejette froidement sa question, lui disant qu'elle n'a pas besoin de connaître son identité. Furieuse de son secret, elle menace de tout dire à Sukui, mais il porte rapidement un doigt à ses lèvres pour la faire taire. Son expression devient sérieuse alors qu'il l'avertit de se taire, expliquant qu'il entend un bruit à l'extérieur. Un regard de terreur traverse le visage de l'Inzuifu alors qu'elle demande s'il y a encore plus d'ennemis. Prise de panique, elle s'accroche à lui et demande ce qu'ils vont faire. Il lui dit calmement de ne pas s'inquiéter et qu'il va aller jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, en bas, les 3 voyous de Chinao sont entrés dans la villa armés de grandes machettes. L'un d'eux reconnaît Wang Gan et se demande ce qu'un livreur fait dans un endroit comme celui-ci. Le chef ricane, supposant qu'il doit être un voleur ordinaire. Juste à ce moment-là, Wang Gan apparaît en haut des escaliers. Il regarde les intrus armés et, d'un geste désinvolte, les salue. Avec un sourire confiant, Wang Gan demande calmement aux 3 hommes armés s'ils le cherchent. Le chef musclé pointe sa lame sur Wang Gan en disant qu'ils sont les hommes du frère Ao envoyés par Chinao. Il accuse Wang Gan de coucher avec la femme de leur patron, Sukui, tandis qu'un autre voyou dit avec impatience d'arrêter de parler et de simplement lui casser les jambes. Complètement imperturbable, Wang Gan demande simplement ce qu'il compte faire. Enragé par son arrogance, les voyous chargent en avant en hurlant des insultes. Le combat est brutalement court. Wang Gan se déplace avec une vitesse incroyable, interceptant le premier attaquant avec un puissant coup de pied au visage qui fait claquer sa tête en arrière. En quelques secondes, 2 des voyous sont inconscients, ne laissant que leur chef abasourdi. Le voyou musclé regarde avec incrédulité, se demandant depuis quand les normes pour les livreurs sont devenues si élevées et réalisant que son adversaire est un artiste martial entraîné. Refusant d'accepter la défaite par un simple livreur, il laisse échapper un hurlement furieux et charge Wang Gan avec sa machette. Wang Gan saute sans effort par-dessus le coup sauvage et, en un seul mouvement, assène un coup de pied dévastateur au bras de l'homme. Le coup fait voler la machette et fait tomber le voyou au sol. Les 3 attaquants étant vaincus, Wang Gan se tient au milieu des corps éparpillés. L'Inzuifu, qui a regardé le combat du haut des escaliers, laisse finalement échapper un cri terrifié. Le son alerte le chef abattu qui, bien que battu, est toujours conscient. En colère contre ces cris, il se débat pour se relever et voit une opportunité, se jetant vers l'Inzuifu sans défense. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'attrape et tient sa lame contre sa gorge, la prenant en otage. Il regarde Wang Gan,
menaçant de la tuer s'il fait un autre pas. Une Lin Shuifu terrifiée l'avertit que son grand-père ne l'épargnera pas s'il ose lui faire du mal. Cependant, Wang Gan reste parfaitement calme. Il regarde le voyou et, avec un manque d'émotion glaçant, lui dit simplement d'y aller et de le faire. Ignorant la lame à la gorge de Lin Shuifu, Wang Gan marche lentement vers le voyou paniqué, se moquant de lui et lui demandant pourquoi il n'a pas agi sur sa menace. Alors que Wang Gan continue son avance implacable, il demande froidement si l'homme a trop peur. Le voyou, en sueur et terrifié, lui crie d'arrêter. Dans un flou de mouvements, Wang Gan réduit la distance en un instant. Avant que le voyou ne puisse réagir, Wang Gan attrape le plat de la lame de l'épée entre son pouce et son index, arrêtant complètement l'arme. Il regarde le voyou avec mépris et demande s'il pense vraiment qu'il est assez compétent pour brandir une épée devant lui. Le voyou est choqué par la force impossible de Wang Gan, réalisant avec horreur qu'il ne peut absolument pas bouger la lame. Wang Gan continue de se moquer de lui demandant à nouveau pourquoi il ne fait pas simplement son geste. Puis, d'un simple mouvement de ses doigts, il brise la lame d'acier, envoyant des éclats de métal voler alors que le voyou et Lin Shuifu regardent avec un étonnement stupéfait. Avant que le voyou ne puisse se remettre, Wang Gan l'attrape par la gorge, le soulevant du sol. Il demande si une crevette puante et pourrie comme lui est digne de le combattre. S'étouffant, le voyou essaie de se sauver en haletant qu'il est membre de la puissante société du Dragon Noir. Wang Gan n'est pas impressionné, demandant avec désinvolture, et alors, avant de claquer la tête de l'homme sur le sol, le laissant inconscient. Cependant, le voyou se rétablit soudainement et essaie une nouvelle tactique. Il se relève en titubant, suppliant Wang Gan de ne pas emprunter une voie criminelle. Cet appel bizarre n'a aucun effet. Wang Gan donne un coup de pied brutal au visage de l'homme, le faisant hurler d'agonie alors que du sang vole de sa bouche. Complètement brisé, le voyou implore grâce. Il supplie Wang Gan d'arrêter, inventant une histoire sur le fait d'avoir une mère de 80 ans. Dans une dernière tentative désespérée, il dit à Wang Gan qu'il a des informations importantes à signaler. Dominant le voyou, Wang Gan lui donne 3 secondes pour prononcer ces derniers mots. L'homme révèle rapidement une information cruciale. Frère Ao, Chinao, est déjà parti à la recherche de Sukui, et si Wang Gan ne se dépêche pas, il sera trop tard. Cette nouvelle choque Wang Gan. Furieux que le voyou ne lui ait pas dit cette information vitale plus tôt, il lui donne un dernier coup de pied vicieux, l'assommant complètement. Juste à ce moment-là, ils entendent frapper fort à la porte. Une voix de l'extérieur annonce qu'ils sont la police. Réalisant qu'il doit partir immédiatement, Wang Gan dit à Lin Shuifu qu'il va trouver Sukui et lui laisse la situation entre ses mains. Il lui donne une dernière instruction, ne dire à personne qu'il était là. Alors qu'il s'enfuit, elle lui dit d'y aller, lui assurant qu'elle sait quoi dire. Un instant plus tard, 2 policiers entrent dans la villa. L'officier principal montre son badge à Lin Shuifu et demande ce qui s'est passé. Alors que 2 voitures de police s'arrêtent à l'extérieur, elle commence à expliquer qu'elle prenait sa douche quand 3 hommes ont fait irruption avec des couteaux. Suite à sa déclaration, la police arrête les 3 voyous inconscients. Un officier rapporte à son capitaine qu'ils ont trouvé 2 cadavres, les snipers que Wang Gan avait tués dans la villa en face, et qu'ils ne ressemblent pas à des gens ordinaires. Choqué, le capitaine ordonne à ses hommes d'emmener tout le monde et tout à la station pour enquête. Pendant ce temps, Sukui est acculé dans une chambre par un Chinao furieux. Il révèle ses intentions sinistres, lui rappelant la fois où il a drogué sa boisson et se vantant qu'il va se forcer sur elle maintenant. Une Sukui terrifiée lui dit de sortir, mais il ne fait que devenir plus enragé. Il ricane en disant qu'il a envoyé des hommes tuer le livreur, et que lorsqu'ils auront terminé, il la forcera devant lui. Avec une dernière ruée, il jure qu'il va la jouer jusqu'à la mort. Jin épingle une Suchi qui se débat sur un lit. Elle lui dit de la lâcher, mais il la nargue en disant qu'elle peut crier autant qu'elle veut parce que personne ne la sauvera. Il ajoute avec un sourire sinistre que le livreur est occupé avec ses propres problèmes et qu'aujourd'hui, il va se forcer sur elle. Juste au moment où il se penche, une gifle puissante claque sur son visage, faisant voler une dent. Chinao est envoyé à travers la pièce, atterrissant en tas. Dans l'embrasure de la porte se tient Wang Gan, qui regarde l'homme tomber et déclare froidement qu'il doit être fatigué de vivre pour oser toucher à sa femme. Se relevant péniblement et tenant son visage meurtri, Chinao demande furieusement au livreur s'il sait qui est son père. Sans être impressionné, Wang Gan lui dit que peu importe qui est son père, il paiera pour avoir un fils comme lui. Enragé, Chinao se lève, criant que son père est Qin Gang, l'homme le plus riche de la ville de Jiangning, et que s'opposer à lui est une condamnation à mort. Il se lance ensuite à l'attaque. Wang Gan esquive sans effort l'attaque maladroite et donne un coup de pied puissant, le qualifiant de perdant. Le coup envoie Chinao voler dans un meuble, l'assommant complètement. Wang Gan se tourne ensuite vers une Sukui secouée et lui dit doucement de ne pas avoir peur car tout est fini maintenant. Il la serre dans une étreinte protectrice alors qu'elle lui dit à quel point elle est heureuse qu'il soit venu. Il la serre contre lui et la rassure en lui disant que tant qu'il sera avec elle, personne n'osera plus jamais la toucher. Pendant ce temps, Chinao, battu, se relève péniblement et sort de la pièce en titubant, criant une dernière menace au livreur puant d'attendre. Le danger immédiat étant écarté, Sukui lève les yeux vers Wang Gan et lui demande quelle heure il est. Confus,
Il lui demande ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle a presque oublié une réunion importante dans son entreprise et lui demande s'il veut bien l'accompagner. Avec un sourire chaleureux, Wang Han accepte sans hésitation, promettant qu'il l'accompagnera partout. Sukui et Wang Han arrivent dans une voiture de sport rouge devant un grand bâtiment d'entreprise moderne. Alors qu'ils sortent, une personne salue Sukui, lui disant que le président Liu l'attend déjà dans la salle de conférence. Ils entrent, et Sukui s'excuse auprès d'une femme en tailleur pour son retard. La femme, la présidente Liu, n'est autre que l'assistante de Wang Han, Liu Yue. Elle est choquée de le voir et l'appelle presque jeune maître, mais il l'arrête rapidement d'un geste. Réfléchissant rapidement, Wang Han passe un bras autour d'elle et prétend qu'ils sont de vieux camarades de classe. Cela stupéfie Sukui, qui n'arrive pas à croire que Wang Han et la puissante présidente Liu se connaissent. Sukui fait remarquer la coïncidence, et Liu Yue acquiesce nerveusement alors qu'elle est invitée à s'asseoir. Une fois que tout le monde est assis, Liu Yue se prépare à passer aux choses sérieuses, et Sukui accepte de commencer. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point de commencer, la porte s'ouvre brusquement. Le grand-père de Sukui, son père et deux autres hommes de la famille Su entrent à grandes enjambées, flattant la présidente Liu et exprimant à quel point ils sont honorés. Ils insistent sur le fait que pour un projet aussi important, ils ne pouvaient pas se permettre d'être négligents. Une Sukui choquée demande à son grand-père pourquoi il est là, et Liu Yue le salue poliment. Le grand-père explique qu'il était tellement excité par le nouveau projet de district qu'il s'est précipité. Son attitude amicale disparaît lorsqu'il remarque Wang Han. Il demande avec colère à Sukui pourquoi elle amènerait un étranger à une réunion aussi importante. Sukui tient bon, rappelant à son grand-père que puisqu'elle est en charge du projet, elle a le droit de décider qui elle amène. Cela rend son père furieux, Sujiani, qui lui crie dessus, se demandant quand c'est devenu son tour de parler pour l'entreprise. Il la rabaisse, lui disant qu'elle n'a aucune qualification et lui ordonne de céder sa place à son frère et d'aller verser de l'eau pour la présidente Liu. À ce moment-là, un jeune homme souriant s'avance et se présente comme Sule. Il dit à la présidente Liu de discuter du projet avec lui, écartant Sukui en disant qu'elle n'a pas son mot à dire. Sukui essaie de protester auprès de son grand-père que le projet lui a été confié, mais son père la coupe à nouveau, lui criant de verser l'eau. Enfin, un autre homme, l'oncle de Sukui, Su Jinjong, porte le coup final. Il dit avec suffisance à Sukui que désormais, toutes les affaires de l'entreprise doivent être confiées à Sule, lui rappelant qu'elle se mariera bientôt et qu'elle devrait comprendre sa place. Alors que la famille Su essaie d'écarter Sukui, Wang Han finit par prendre la parole. Les bras croisés et avec un regard intense, il leur demande ce qu'ils pensent faire, leur rappelant que le projet a été initialement confié à Sukui. Cela rend le grand-père de Sukui furieux qui crie à Wang Han de se taire et se demande de quel droit il a de parler. Celui-là se joint à eux avec un regard suffisant, se moquant de Sukui pour avoir un livreur comme petit ami. Il dit ensuite à son grand-père qu'il a entendu dire qu'elle est également enceinte de l'enfant de cet homme. La révélation met le grand-père en rage. Il pointe Wang Han du doigt et ordonne à Sukui de sortir immédiatement cette ordure de basse classe, déclarant que lui et son chien sont bannis de l'entreprise. Sukui se précipite à la défense de Wang Han, arguant que peu importe ce qu'il fait, car il gagne son argent honnêtement, et que son grand-père n'a pas le droit de l'insulter. Son défi ne fait qu'enrager davantage le vieil homme. Voyant que la situation est désespérée, Wang Han se lève pour partir avec Sukui. Il dit à sa famille qu'ils sont sans vergogne et répète sa condition. Le projet ne peut être géré que par Sukui. Le grand-père le confronte, exigeant de savoir de quel droit un simple livreur a de faire des demandes. Au lieu de répondre, Wang Han se tourne vers une Liu Yue nerveuse. Il s'adresse doucement à elle comme à son ancienne camarade de classe et lui demande de lui rendre un service. Il déclare que Sukui est sa fiancée, et le projet doit lui être attribué à elle seule. Sous son regard impérieux, Liu Yue accepte à contre-cœur. Sulei est choqué et tente de discuter, disant au président Liu que Sukui est irresponsable et ne connaît rien à l'entreprise, insistant sur le fait qu'il serait un meilleur choix. Mais Liu Yue, suivant les ordres de Wang Han, l'ignore et s'adresse directement au grand-père. Elle déclare que son entreprise ne travaillera qu'avec Sukui. Si la famille Su n'est pas d'accord, ils trouveront un autre partenaire. Le grand-père est stupéfait et demande à parler à son patron. Liu Yue porte un coup final dévastateur. Elle informe qu'elle a toute autorité et que lui, le patriarche, n'est pas qualifié pour rencontrer son patron. Ces mots durs laissent le vieil homme en sueur et complètement sans voix, totalement vaincu et humilié devant sa famille. Complètement vaincu, le père de Suki, Sujianji, change rapidement de ton. Il dit au président Liu de ne pas se fâcher et l'assure qu'ils répondront à ses exigences, acceptant de confier la direction à Sukui. Son beau-père est d'accord, disant que tant qu'ils obtiennent le partenariat, cela ne le dérange pas que ce soit Sukui qui s'en charge. Satisfaite, Liu Yu déclare qu'ils signeront le contrat aujourd'hui. Maintenant aux commandes, Liu Yue se tient à côté de Sukui et renvoie le reste de la famille Su. Elle les informe qu'elle et Sukui doivent discuter des détails du contrat en privé et qu'ils peuvent partir. Sans pouvoir s'y opposer, Sujiani ne peut qu'acquiescer et aide son beau-père stupéfait à sortir de la pièce. Alors que les hommes vaincus sortent,
Sule essaie de protester auprès de son père, mais il est rapidement réduit au silence et expulsé. Une fois qu'ils sont partis, Wang Han regarde la porte se fermer avec un sourire narquois, pensant à quelle bande de clowns ils sont et comment ils ont attiré leur humiliation sur eux-mêmes. Liu Yue remet ensuite professionnellement le contrat à Sukui pour qu'elle l'examine. Pendant ce temps, dans un bureau ailleurs, un Sule enragé confronte son père, Sujiani, exigeant de savoir comment il a pu laisser cette garce, Sukui, être aux commandes. Su Jianzhang, assis calmement à son bureau, lui dit de ne pas s'inquiéter, l'assurant qu'il a un plan. Lorsque Sule tente de demander à leur oncle, Su Jianzhang, de partir, son père l'arrête, déclarant qu'ils sont tous du même côté. Il révèle alors un secret de famille choquant. Sukui n'est pas sa fille biologique. Sule et Su Jianzhang sont tous deux stupéfaits. Su Jianzhang demande si sa belle-sœur l'a trompé, mais Sujiani clarifie la vérité. Il explique que sa femme, Yang Huimin, était incapable d'avoir des enfants, alors ils ont adopté Sukui. Il se plaint ensuite qu'elle a maintenant déshonoré la famille en se liant avec un livreur. Un Su Jianzhang pensif demande qui sont les parents biologiques de Sukui. Su Jianzhang écarte la question, disant qu'il ne sait pas et suppose qu'ils sont morts depuis longtemps, ne lui laissant rien d'autre qu'un pendentif de jade sans valeur. Impatient, Sule interrompt, désireux d'entendre le plan de son père. Avec un sourire sinistre, Su Jianzhang révèle son stratagème. Il leur dit d'attendre et de laisser Sukui reprendre le projet pour le moment. Une fois qu'elle aura fait le plus dur, il aura un moyen de le lui arracher. Comprenant le complot, Sule acquiesce avec un sourire narquois confiant. Vêtu d'un costume avec une cigarette, Wang Han approche deux agents de sécurité en service et leur demande du feu. Un garde plus corpulent offre un briquet. Remarquant la tenue formelle de Wang Han, le garde suppose qu'il est là pour un entretien, mais Wang Han dit non. Curieux, le garde demande alors ce qu'il fait là. Très nonchalamment, Wang Han révèle qu'il est un livreur. Les deux gardes éclatent de rire. L'un d'eux plaisantant sur le fait que les livreurs et les agents de sécurité sont des ennemis jurés. Wang Han glousse, mais il remarque ensuite que les deux gardes deviennent sérieux et se redressent, alors il demande ce qui se passe. Soudain, les gardes se mettent au garde à vous. L'un dit à l'autre que la présidente Su est arrivée. Le garde plus corpulent explique avec admiration que la présidente Su est la plus belle femme de l'entreprise et que la voir quotidiennement lui donne la motivation de travailler. Wang Han se moque d'eux pour s'exciter autant pour une femme. Agacé, le garde lui dit de ne pas faire le fier, lui rappelant qu'en tant que livreur, il n'est pas meilleur qu'eux. À ce moment-là, une élégante Suki apparaît. Les deux gardes la saluent énergiquement et respectueusement en tant que présidente Su. Elle reconnaît leur dur labeur et dit qu'elle va chercher sa voiture. Alors que Suki se dirige vers sa voiture de sport rouge, le garde plus corpulent est extatique, se vantant auprès de son collègue que la présidente Su lui a parlé. Wang Han, regardant cela, demande si une réaction aussi forte est nécessaire. Le garde s'approche de Wang Han et pose un bras sur son épaule avec condescendance. Il offre quelques conseils, lui disant que même en tant que livreur, il est toujours important d'avoir des rêves. Juste à ce moment-là, Sukui s'arrête à côté d'eux dans sa voiture de sport rouge flamboyante. Depuis le siège du conducteur, elle regarde Wang Han et lui dit de monter. Wang Han dit au revoir aux gardes avec un sourire, leur disant qu'il se souviendra de leurs paroles et qu'il les reverra plus tard. Il monte ensuite sur le siège passager de la voiture de luxe. Les deux gardes sont complètement figés, regardant avec incrédulité la voiture de sport s'éloigner à toute vitesse, incapables de comprendre que l'humble livreur qu'ils venaient de plaindre est parti avec leur belle et inaccessible patronne. Alors qu'ils roulent, Wang Han remarque l'expression heureuse de Sukui et remarque que les choses ont dû bien se passer. Sukui est d'accord, expliquant que c'est grâce à son ami, Link Sufu, qui a trouvé le mystérieux grand patron derrière le projet du nouveau quartier. Elle ajoute qu'elle est déterminée à remercier cette personne en face à face. Amusée, Wang Han lui dit qu'elle devrait certainement bien le remercier. Il change ensuite de sujet, l'informant qu'il a déjà contacté le bureau des affaires civiles, et qu'ils enregistreront leur mariage le lendemain matin. Sukui accepte calmement le plan, mais expose ses conditions. Elle ne veut que le certificat de mariage pour que leur enfant ait un père. Après la naissance du bébé, elle lui versera un paiement mensuel de 30 000. Un Wang Han surpris demande si elle essaie de le garder comme compagnon payé. Sukui lui dit qu'il peut penser ce qu'il veut. Avec un sourire narquois confiant, Wang Han croise les bras et rétorque que si elle veut vraiment le garder, 30 000, c'est bien trop peu. Sa réponse irrite Susi. Elle lui dit de ne pas abuser de sa chance, se demandant combien un livreur pourrait gagner en un mois et insinuant que 30 000, c'est plus qu'assez. Dans sa frustration, elle écrase son pied sur l'accélérateur, et la voiture de sport rouge dévale la rue de la ville. Ils arrivent bientôt à l'entrée d'un complexe résidentiel moderne haut de gamme. Après s'être garé, Wang Han sort et s'appuie sur la porte, taquinant Sukui en lui disant qu'elle semble bien connaître la route et qu'elle a déjà mémorisé le chemin de son domicile. Agacée, elle répond qu'avec le GPS, elle peut aller n'importe où. Alors qu'il marche dans le complexe, le téléphone de Wang Han commence à sonner. Il dit à Sukui d'attendre un instant car il doit prendre l'appel. Wang Han répond, demandant nonchalamment au vieil homme à l'autre bout du fil ce qui se passe.
La personne informe qu'une cargaison a été saisie par la Société du Dragon Noir, et qu'il doit s'en occuper. L'appelant mentionne également qu'une carte a été déposée à sa porte pour l'aider à résoudre le problème. Wangan accepte avec assurance, promettant de s'occuper de tout avant midi le lendemain. L'appelant change alors brusquement de sujet, demandant s'il a bien entendu que Wangan allait se marier. Cette question surprend et met en colère Wangan, qui exige de savoir qui a divulgué l'information. Le vieil homme révèle que l'Incungien le lui a dit et accuse Wangan d'essayer de se marier sans permission. Il poursuit sa tirade, se demandant pourquoi Wangan délaisserait d'innombrables riches héritières pour une fille de la famille Minersio. Wangan essaie de calmer le jeu et d'expliquer. Cependant, le vieil homme le coupe en disant qu'il n'y a pas besoin d'explication. Au lieu de cela, il informe un Wangan horrifié que sa grande sœur viendra l'interroger personnellement le lendemain, et qu'il devrait se préparer. Wangan panique, suppliant le vieil homme de ne pas être si cruel et demandant s'il pourrait même survivre à sa visite, mais l'appel se termine brusquement. Furieux et stressé, Wangan raccroche, marmonnant une menace qu'il se vengera du vieil homme. Remarquant son état agité, Sukui s'approche et demande ce qui s'est passé. Cachant rapidement son trouble, Wangan la rassure en lui disant que ce n'est rien. Il pose un bras rassurant sur son épaule et lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Il retourne à son appartement, entrant dans le salon moderne. Une fois à l'intérieur, Soki aperçoit une carte blanche sur la table basse et demande ce que c'est. Wangan explique nonchalamment qu'il s'agit simplement d'une carte cadeau destinée à quelqu'un d'autre. Changeant de sujet, il enlève sa veste et suggère qu'elle doit avoir faim, proposant de cuisiner. Sushi accepte calmement. Alors qu'il se dirige vers la cuisine, Sushi s'assoit sur le canapé en tenant sa veste. Un petit sourire satisfait se forme sur son visage lorsqu'elle pense qu'avoir un homme entretenu à la maison est en fait plutôt agréable. Dans son appartement, Wangan, portant un tablier, dit à Sushi de s'asseoir et qu'il aura bientôt fini de cuisiner. Elle le remercie. Alors qu'il se dirige vers la cuisine, il remarque en plaisantant que ce n'est pas un problème pour sa femme et son enfant, ajoutant qu'il est, après tout, un mari au foyer entretenu. Son commentaire laisse Sukui sans voix, et elle s'assoit sur le canapé avec un léger sourire amusé. Le lendemain, la scène se déplace au bureau des affaires civiles de Jianning. Wangan et Sukui sortent du bâtiment, chacun tenant un certificat de mariage rouge. Wangan déclare fièrement qu'à partir de maintenant, il est officiellement un homme marié. Sukui le taquine en plaisantant, lui demandant ses projets pour la journée et s'il va livrer de la nourriture. Wangan rejette cela, plaisantant en disant que maintenant qu'il porte de beaux vêtements, il devrait sortir et s'amuser avec quelques jeunes femmes. Sa réponse irrite Sukui. Elle le traite de désespéré et se plaint que même en tant qu'homme marié, il a toujours un tempérament terrible. Elle se retourne et s'éloigne d'un air boudeur, lui disant de faire ce qu'il veut. Alors qu'elle part, l'expression enjouée de Wangan disparaît, remplacée par une expression sérieuse. Il pense qu'avant toute chose, il doit s'occuper de la tâche que le vieil homme lui a confiée. Sa mission l'emmène dans un gratte-ciel imposant, le siège du groupe du Dragon Noir. Il se tient devant l'immense bâtiment, confirmant que c'est le bon endroit. Il pense aux origines du groupe, se souvenant que la Société du Dragon Noir était autrefois un gang local qui s'est depuis transformé en une société apparemment légitime. Cependant, il sait qu'ils sont toujours impliqués dans des affaires louches comme le recouvrement de créances et le prêt usuraire. Avec un regard froid et déterminé, il décide de voir par lui-même de quoi ils sont vraiment capables. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.